Je fais une transition en français, je pourrais la faire en autre langue, mais il y a beaucoup d'auditeurs français, et puis j'aime pas laisser souffler les gens à la traduction, hein, c'est pas drôle sinon. Voilà. Donc, tout de suite, Claude Juriens, tu nous viens de Suisse avec un robot spécialisé en désherbage. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que je peux avoir du micro? Tu vas en avoir, t'inquiète pas. Un 2, Commence à parler, ça va 1, 2, venir tout 1, de 2, suite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, je crois que je vais utiliser celui-là. 1, 2. Je peux avoir le micro? C'est bon? Parfait. Oui, alors bonjour, ça fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Donc, je me présente, Claude Jurian, je suis le responsable commercial d'EcoRobotics. EcoRobotics, c'est une société qui est basée à Yverdon en Suisse. Vous l'aurez peut-être deviné avec mon accent, en tout cas vous allez vous en apercevoir dans les prochaines minutes. On est actif depuis maintenant 5 ans. On emploie une quinzaine de personnes qui sont avant tout des ingénieurs en R&D. Et puis, notre spécialité, c'est le désherbage de précision. Alors, dans ce désherbage de précision, on a développé 3 technologies, enfin 3 briques technologiques. La première, c'est la reconnaissance grâce à la vision par caméra. La deuxième brique technologique, c'est l'actuation de précision, c'est-à-dire la capacité de déplacer un outil au bon endroit dans un environnement qui va bouger et qui est dynamique. Et la troisième brique technologique d'EcoRobotics, c'est la plateforme, c'est ce véhicule qui doit être capable de se déplacer de manière autonome. Alors le premier produit qui découle de ces 3 briques technologiques, c'est un robot désherbeur autonome. Alors on m'a demandé non seulement d'expliquer aussi ce que c'est, mais pourquoi on a fait ce choix. Vous avez d'autres questions? Non, effectivement, aujourd'hui, ce qui nous a amené à ce robot, c'est que l'agriculture moderne, effectivement, elle est efficace, mais elle n'est pas efficiente. Elle est efficace parce qu'elle utilise la mécanisation, et elle est efficace parce qu'elle utilise la chimie. Mais bon, il y a quand même des effets collatéraux importants. Bien entendu, il y a la pollution, non seulement dans la chaîne alimentaire, mais aussi dans les sols. Il y a le compactage du sol dû à l'utilisation des machines qui sont très lourdes et qui a un impact à long terme sur la fertilité des sols. Et puis, il y a la production de CO2, puisqu'on utilise encore passablement d'énergie fossile. Donc ça, c'est pour l'approche globale. Si maintenant on regarde un petit peu plus près au niveau du désherbage, le désherbage, si on veut produire, on ne peut pas s'en passer. La terre est ainsi faite qu'a priori, les mauvaises herbes, elles poussent plus facilement en fait, que la culture forcée par l'être humain. Donc si on veut des bons rendements, il faut encore être capable de désherber. C'est fait en grande partie aujourd'hui avec des produits chimiques. C'est des tonnes, c'est une quantité considérable de produits chimiques qui est mise dans la nature. Et il y a 2 paradoxes. Premièrement, c'est qu'il y a une grosse partie de ces produits chimiques qui ne servent à rien, qui ne sont pas mis au bon endroit. Donc on pulvérise à des tas d'endroits où à la limite il n'y a pas vraiment une mauvaise herbe. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'on met sur le champ des machines de plusieurs tonnes pour aller combattre une adventice de quelques milligrammes, voire mettre du produit, quelques microgrammes de produit. Donc c'est cette analyse-là qui nous a fait dire, voilà, c'est comme un peu tuer une mouche avec un marteau. Il y a une dichotomie entre les moyens engagés et puis le résultat. Donc notre démarche, elle a été de se dire, est-ce qu'on est capable de développer une solution écologique, économe en énergie, légère, mais qui en plus amène un avantage économique à l'agriculteur. Alors il y a encore un petit aspect émotionnel en plus, c'est que plusieurs d'entre nous, on est issus du monde agricole, donc enfin, on a travaillé dans les champs. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez passé une demi-journée à vous griller les oreilles au soleil à la binette à la main, vous vous dites « Ah putain, il me faut un robot ». Donc ces différentes raisons nous ont amenés à développer cette machine. Donc ce slide-là vous présente, sur la gauche, vous avez les objectifs qu'on s'est donnés, au milieu la stratégie, et puis sur la droite, la tactique. Donc nos objectifs, c'était avant tout réduire l'utilisation de produits chimiques, voire les éliminer, réduire l'utilisation d'énergie fossile, voire en fait de l'éliminer, réduire le poids des machines,
L'éliminer, ça sera compliqué, donc on va quand même garder quelque chose. Et puis aussi diminuer les coûts du désherbage à l'hectare. Donc pour nous, l'aspect économique était important. Ça se traduit au niveau de la stratégie. On s'est dit, on va développer un moyen pour mettre ou faire une action vraiment où il faut. Donc on va cibler l'adventice. On va utiliser que des énergies renouvelables, on va se passer d'énergie fossile. On va plutôt avoir une vision d'une flotte de petites machines plutôt que d'un gros truc. Et puis, de tous nos choix de design et de technologie, on va s'assurer qu'à la fin, la machine, elle soit démocratisable, c'est-à-dire qu'un agriculteur puisse l'acheter sans forcément se saigner. Au niveau de la tactique et de la mise en œuvre, donc l'application ciblée, ça nécessite l'utilisation de senseurs et d'actuateurs. Donc notre senseur, c'est une caméra. Donc on travaille avec de la reconnaissance visuelle et des algorithmes issus du deep learning qui permettent de reconnaître ce que c'est que la bonne culture et ce que c'est que les adventices. Au niveau de l'actuateur, on utilise des bras delta, qui sont des bras qui sont capables de se déplacer sur n'importe quel point d'une surface donnée. On a fait le choix de l'énergie solaire, donc notre robot travaille uniquement avec de l'énergie solaire. Il est entièrement autonome sur toute la journée. On a certes une batterie tampon, mais il va travailler du matin jusqu'au soir sans qu'il y ait besoin de recharger les batteries. On a assez de puissance avec les panneaux solaires qui sont installés. Il est entièrement autonome, tant sur le plan de l'énergie, comme je viens de dire, mais aussi sur la partie navigation. Donc, bien entendu, au début, il faut lui donner les contours GPS RTK de son champ, mais vous le posez le matin et il va travailler tout seul jusqu'au soir. Dès qu'il n'y a plus assez d'énergie, il arrête, il dort, et le matin, il se réveille et il recommence à travailler de manière sans nécessiter l'intervention d'un opérateur. Donc, suite à ces objectifs, on avait deux options. Donc, soit on robotisait les machines existantes, soit on partait sur un développement entièrement nouveau. On a choisi l'approche de développer une nouvelle plateforme. On a choisi un segment. Il y a plusieurs opérations. Je crois que différents intervenants en ont parlé. Nous, on s'est limité à l'opération de désherbage. Pourquoi? Parce qu'elle a des caractéristiques propres, notamment l'énergie nécessaire. Elle est assez faible parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le sol. Par contre, il faut être très très précis. Donc l'outil, alors que le robot se déplace, il doit être capable d'assurer une précision de l'ordre de 1 à 2 cm. Il faut imaginer qu'on doit être capable de le faire quand la machine elle saute, qu'elle dérape, qu'elle est en pente. Donc ce n'est pas si trivial que ça. Par contre, l'avantage aussi, il n'y a pas besoin de grosses capacités de transport parce qu'on va mettre vraiment des microdoses. Donc chaque spréage représente à peu près 0,1 millilitre. C'est proportionnel à la taille de l'adventice, mais c'est faible, donc on n'est pas obligé de transporter des grosses quantités de matière. Voilà, si maintenant je vais un petit peu plus dans le détail du produit lui-même. Donc, comme je le disais, il est entièrement autonome, il ne nécessite pas de conducteur ni d'opérateur. Le positionnement fin se fait avec la caméra. Donc, la caméra, elle est dans la petite ogive verte que vous avez au-dessus de la tige. Donc, ça veut dire que l'image qui est prise, c'est à peu près 3 mètres sur 3 mètres devant le robot. L'image, donc il y en a à peu près une vingtaine par seconde, elles sont analysées. Et on utilise des algorithmes de deep learning qui vont permettre de reconnaître sur cette carte de 3 mètres sur 3 mètres où il y a la bonne culture et où sont les adventices. Cette information, cette cartographie de la surface va permettre deux choses. D'une part, de positionner le robot entre les lignes correctement avec les moteurs électriques. Et d'autre part, de positionner les bras robotisés de manière à ce qu'ils aillent sprayer directement et de manière ciblée uniquement sur les adventices. Donc on est capable, avec le système, de ne pas sprayer la culture, de sprayer que les adventices, que ces adventices soient entre les lignes, mais aussi sur la ligne.
La configuration, elle est bien entendu, elle se fait avec smartphone. Donc une fois que vous avez donné les coordonnées GPS du champ, le robot va travailler tout seul. Dès qu'il arrive au fin de champ, il va détecter la fin du champ, il va se décaler du bon nombre de lignes et puis ainsi de suite faire tout le champ et revenir faire les bouts de champ. S'il détecte qu'il est sorti de son cadre GPS parce qu'il y a une erreur, il s'arrête et il va envoyer une information sur le smartphone. Bien entendu, il est crypté, donc même si quelqu'un voulait le voler, il ne peut absolument rien en faire parce qu'il est appairé avec un seul smartphone. On utilise ça du reste aussi comme système d'antivol, c'est-à-dire que si le robot détecte qu'il est sorti de son champ GPS et qu'il roule à 120 km/h sur l'autoroute, eh bien là, il va vous envoyer une petite annonce. Voilà, est-ce qu'on peut passer la vidéo, s'il vous plaît ? Voilà. Donc vous l'aurez vu, le robot est livré avec un système de transport 3 points pour le tracteur. Donc les avantages de notre robot, eh bien, en fonction de la densité d'adventices, on est facilement à 20 fois moins de produits chimiques répandus puisqu'on ne le met que sur les adventices. Il est entièrement autonome. Il est léger, on n'a pas de phénomène de tassement du sol, il fait que 130 kg, voire 150 une fois qu'il est chargé. On l'a pas dit, on a 2 réservoirs de 15 litres qui suffisent largement pour 1 à 2 journées de travail avant de devoir recharger. Dans un deuxième temps, on aura la possibilité de sprayer 2 types de produits en fonction du type d'adventice, mono ou dicotylédone. Donc, pour avoir plus d'efficacité. Il travaille aussi sur les lignes et entre les lignes. Et puis, un gros avantage, on n'a pas de perte de rendement. Vous avez des cultures qui sont sensibles comme l'oignon, ou même si vous utilisez des produits sélectifs, eh bien, vous allez avoir de la perte de rendement parce que pendant 2 semaines, l'oignon, il est cogné, puis il redémarre juste après 2 semaines. Et ça, vous ne le récupérez pas dans la saison. Donc, ça se traduit par des pertes de rendement de l'ordre de 3 à 5 tonnes par hectare. Je vais peut-être passer. Les marchés que l'on envisage en priorité, pour nous, c'est les cultures à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des cultures de maraîchage de plein champ comme l'oignon, les épinards et les haricots, ainsi que les cultures à moyenne valeur ajoutée comme les betteraves à sucre et le colza. Donc ça, c'est les 5 cultures qu'on s'est mis en priorité pour le lancement du robot. Peut-être juste ici, au niveau économique, parce que pour nous c'est très important, on a fait, la comparaison du coût de désherbage sur l'ensemble de la saison pour l'oignon. Donc en France, le coût complet du désherbage sur une année par hectare, c'est à peu près 800 €. Et si vous utilisez notre robot dans la stratégie annuelle, eh bien, le coût arrive à peu près à moins de 500 €, donc ça fait 40% de coût au moins à l'hectare par an dans des cultures de maraîchage de plein champ comme l'oignon. Et ça, c'est avec un amortissement de la machine sur 5 ans.
Donc sur les années 6 et suivantes, c'est encore beaucoup plus que ça. Donc cette machine est véritablement intéressante aussi sur le plan économique. Voilà, j'arrive gentiment à la fin pour rassurer mon collègue. Je tiens pas mal à l'horaire, je crois. Donc, au niveau commercial, on avait une dizaine de machines en 2017 sur des champs en Europe pour des essais. On va refaire toute une année de tests avec plus de machines. Je pense que ce sera facilement une vingtaine dans différents pays d'Europe, mais beaucoup en France. On en a 5 ou 6 en France, chez Arvalis, à la Chambre du Loiret, dans différentes coopératives. Donc on est très présent en tout cas au niveau des essais sur le marché français. Et puis si tout se passe bien, on va lancer le robot en 2019. Claude, voilà. Merci pour toutes ces informations. Merci. I say to you before, we are on very concrete robots coming to the market, but I want also to introduce you to Yann Kourkou, who's today the only girl in the team here, first thing, and second thing, she's also the only who's bringing us a robot direct on the booth. It's this one. Et elle va vous montrer véritablement ce que peut être un robot. C'est pour ça aussi qu'on l'a inventé. Et par ailleurs, on l'a invité parce que c'est le seul robot que l'on verra lorsqu'il s'agit d'un robot appliqué à l'élevage de la volaille. Je ne savais pas si j'allais parler en français ou en anglais. Donc, mes diapos vont être en anglais et je vais parler en français. J'ai beaucoup de chance. Tout le monde, j'ai beaucoup de chance de pouvoir montrer ce robot qui fait beaucoup de bruit, peut-être quand il bouge, mais je crois que c'est important d'y jeter un coup d'œil. Vous allez avoir le son et la lumière. J'en reparlerai tout à l'heure. Je vous reparlerai du quid du son et de la lumière. Je suis la DG de Tibot Technologies. Tibot, c'est une entreprise effectivement technologique. Nous sommes spécialisés en robotique avicole. Je vais donc vous emmener dans un environnement un petit peu différent de ce que vous avez eu aujourd'hui. On a été beaucoup dans les champs. Là, on va être au sein des élevages. La robotique en élevage, elle s'est principalement concentrée sur le bovin et un petit peu en porcin, mais surtout le bovin. C'est vrai que les robots de traite, on les connaît depuis longtemps maintenant en élevage, les robots de fourrage également. L'aviculture, ça avait été un petit peu le parent pauvre en fait de la robotique. Et le but de Tibot, c'est vraiment de développer des solutions pour assister l'éleveur dans ses tâches les plus pénibles. On souhaite que nos clients nous perçoivent comme une entreprise qui va développer des robots fiables, robustes, autour d'une proposition de valeur qui est d'améliorer leur rentabilité, de moderniser leurs exploitations, de permettre aussi de travailler sur le bien-être animal. Et puis nous, on aime bien parler aussi de bien-être de l'éleveur en améliorant ses conditions de travail. Donc notre approche, le développement de Tibot, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'aviculteurs dans la salle, donc je ne vais pas essayer de vous vendre mon robot aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'aventure entrepreneuriale de Tibot, de la démarche qui a été la nôtre et comment on en est arrivé à la mise au point de notre robot qui s'appelle Spoutnik. On a à la base, voilà, l'équipe de Tibot, c'est d'abord Benoît Savary. Donc Benoît Savary est aviculteur depuis plus de 10 ans et c'est lui qui nous a vraiment remonté le besoin métier de ce qu'on appelle la ponte au sol et qui nous a fait part en fait des conditions de travail tout à fait particulières dans l'aviculture à partir duquel nous avons développé cette solution. Donc Benoît est arrivé avec l'idée et également avec un bâtiment qui a permis d'être un peu notre laboratoire d'expérimentation. Donc ensuite il y a moi je viens plutôt du monde des startups.
sur tout ce qui est levée de fonds, stratégie de développement et développement à l'international. Ensuite, on a Lionel qui est dans l'équipe, qui lui est en charge de la production et de l'industrialisation du robot. Il a une quinzaine d'années d'expérience au process dans l'automobile. Donc quand on parle d'un produit industrialisé et de qualité robuste et fiable, il sait de quoi on parle. Et ensuite, on va retrouver une équipe de R&D avec Pierre, qui est notre chef de projet en technique, avec Georges, qui lui est le concepteur du système embarqué, un ingénieur en soft embarqué également, David, et Jean-Noël, qui travaille sur tout ce qui est user interface. L'avantage, c'est que comme on n'est pas encore 35 000 dans l'entreprise, c'est relativement rapide de présenter l'équipe. L'approche, ça a vraiment été de travailler depuis le terrain. Donc on n'est pas dans du techno-push du tout. On est vraiment sur une entreprise qui s'est créée sur un besoin métier issu du terrain. Et en fait, on travaille sur deux principaux segments. Un qui est finalement ce qu'on appelle la poule reproductrice, celle dont les œufs doivent être fécondés pour avoir des poussins. Et puis toute la partie œufs de consommation, hein, c'est les œufs que vous mangez tous les jours. Et le deuxième grand segment, c'est celui de ce qu'on appelle la volaille de chair. Donc ça peut être le poulet de chair, ça peut être la dinde de chair, la pintade, là aussi qu'on va consommer. La problématique dans tout ce qui est ponte, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les œufs qui sont pondus sur la litière sont des œufs qui sont déclassés. C'est des œufs qui peuvent être souillés, sales, il peut y avoir des bactéries en fait, qui passent à travers la coquille. Donc ces œufs sont mis de côté, sont déclassés, donc c'est une perte en fait, de revenus pour l'éleveur. Ce qui est absolument incroyable pour toute personne qui ne connaît pas l'aviculture, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la seule solution pour adresser cette problématique, c'est de marcher dans l'élevage. Quand vous recevez un nouveau lot de volailles, les poules vont pondre partout. Et pour les habituer à pondre dans les nids et à ne pas pondre sur la litière, il faut faire des allers-retours toute la journée et marcher dans l'élevage, 7 à 8 heures par jour, au moins pendant les 6 à 8 premières semaines. Donc c'est un travail, je vous assure, quand vous visitez votre première exploitation avicole, vous vous dites c'est de l'esclavage moderne. On est dans la poussière, on est dans l'ammoniac, et en plus, les œufs qui sont pondus sur la litière, il faut les ramasser. Donc il y a une double peine. Vous pouvez vous retrouver à ramasser 1000 à 1200 œufs au sol par jour. Donc c'est littéralement se baisser 1000 fois par jour pour ramasser les œufs. Du côté de la chair, on n'a évidemment pas de problème de ponte au sol, mais par contre on a des animaux aujourd'hui qui sont des souches, on dit, assez lourdes, donc des animaux assez statiques, qui ne bougent pas. Et les animaux qui ne bougent pas sont facilement malades, attrapent différents types de maladies sur les pattes, etc. Et puis surtout, c'est un petit peu comme nous, si on reste toute la journée dans le canapé, on va faire du gras. Et donc là, finalement, on a un robot qui joue le rôle de coach sportif, c'est-à-dire qu'en faisant bouger les volailles, elles vont plutôt faire du muscle, de la viande, plutôt que de la graisse, et elles seront également en meilleure santé. Donc voilà les deux problématiques métiers, on va dire, que l'on adresse. Notre deuxième, la deuxième démarche a été de travailler beaucoup en expérimentation. Donc on a fait une dizaine d'expérimentations. Le but, c'était d'arriver avec des résultats. Alors on n'est pas en train de dire que ce n'est pas des études scientifiques, c'est un constat. Ce qu'on a pu constater en étudiant en élevage et en regardant en élevage, c'est par exemple que toute la partie justement poule reproductrice, hein, là-haut, c'est qu'on avait dans un cas diminué justement cette ponte au sol, donc sur la litière, de 23% en 15 jours, alors que pour arriver à ce type de résultat, d'habitude c'est 6 semaines de travail. Et le robot a permis à l'éleveur de passer de faire 2 fois moins de passages dans l'élevage. C'est-à-dire qu'au lieu de passer toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, il passait à peu près une fois par heure dans l'élevage. Du côté chair, ce qui a été intéressant, c'est de voir que finalement, là c'était de la dinde. On avait des dindes qui pesaient plus lourd et qui pourtant avaient mangé moins.
C'est-à-dire que finalement, il y a une meilleure transformation de l'aliment, une meilleure valorisation, hein, comme on dit dans le milieu de l'aliment. On va faire plutôt du muscle que de la graisse avec ce qui est consommé. La troisième étape, c'est la validation marché. Donc, le robot aujourd'hui est commercialisé. Suite à l'expérimentation, on a lancé notre commercialisation au mois de septembre, mi-septembre, et on est plutôt content, ça se passe bien. Le chiffre de vente de robots a même un petit peu augmenté depuis que j'ai envoyé mes diapos. Donc aujourd'hui, on a à peu près on a 13-14 clients maintenant dans le monde, puisqu'on a beaucoup de demandes qui viennent de l'étranger. Et donc ça confirme le fait qu'on est bien sur une problématique métier qui est généralisée à l'aviculture, avec un pipe, vous le voyez, là aussi assez international. Nos prochaines étapes, on est en levée de fonds. Alors pour les investisseurs dans la salle, j'ai une présentation beaucoup plus sérieuse pour eux. Mais le but, c'est effectivement que cette levée de fonds, elle nous permette deux choses. D'abord, une accélération commerciale avec un pipe de prospects à l'international. Aujourd'hui, il faut être en mesure d'adresser les marchés à l'international. Et puis, la moitié des fonds seront aussi pour le développement d'une nouvelle génération de robots. Donc, vous voyez sur quoi on travaille actuellement. C'est un robot tout à fait avancé dans ses différentes fonctionnalités. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Yann, merci. Je t'ai demandé de me donner un scoop pour écrire dans mes journaux quels sont les nouveaux robots qui sortent, mais celui-là, j'en parlerai pas tout de suite. On va attendre un petit peu quand même qu'il soit un peu peaufiné.